Ne se passe quasiment pas un jour sans qu'on ne parle de transhumanisme, de ses potentiels développements, usage des sciences et des techniques susceptibles d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains, qu'on met aujourd'hui un peu à toutes les sauces, jusqu'à imaginer pour les plus enflammés un homme infini, à défaut peut-être d'être immortel. Alors entre science la plus avancée et superstition éternelle, où se situent vraiment les promesses de la médecine? Alors que s'ouvre ce jeudi à Lausanne le 2e salon Planète Santé, le plaisir de recevoir ce matin celui qui en est à l'origine, le rédacteur en chef de la revue médicale suisse, médecin, ancien membre de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine, Bertrand Kiefer, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h. On va parler de transhumanisme, de génétique, mais quand même ce salon, c'est la 2e édition Oui. cette année. La première, j'ai vérifié les chiffres, avait rassemblé sur le site de l'EPFL 30 000 personnes. C'était beaucoup de monde. C'est beaucoup. Ça veut dire quoi? Que les Suisses se passionnent pour les questions de santé? Mais tout le monde se passionne pour les questions de santé de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de choses à consommer d'ailleurs dans le domaine de la santé. Autrefois, on consommait que des objets extérieurs, mais maintenant, les possibilités de s'intéresser à soi, d'améliorer sa propre santé, de capter des données sur soi-même, il y a quelque chose à part ça d'extrêmement narcissique aussi là-dessus, augmente. Mais en même temps, la médecine, c'est la grande aventure de la recherche actuellement qui remet aussi en question un peu ce qu'est l'humain, l'anthropologie. Et puis, c'est tout un tas de progrès dans un tas de maladies. Alors tout cet ensemble est évidemment fascinant. Oui, c'est fascinant, mais c'est pas parce qu'on a une petite montre au poignet qui capte notre pouls, notre tension et toutes ces sortes de choses qu'on est vraiment renseigné sur ce qui nous attend. Est-ce que les Suisses, parlons des Suisses, sont bien au courant des enjeux? Je disais transhumanisme, génétique, etc. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui nous attend là? Non. Alors, je ne sais pas quel pays est vraiment au courant des enjeux, mais c'est vrai que chez nous, les débats sont encore très embryonnaires. On n'est pas du tout à la pointe des réflexions. D'abord, que ce soit sur les questions du vieillissement de la population et de comment on va gérer le surplus de maladies chroniques, de personnes âgées, de possibilités qu'on a aussi de pousser les traitements très loin, donc de maintenir les gens en vie, et de plus en plus il va falloir décider quand on arrête de traiter, et on va devoir se retenir parce qu'on ne peut pas tout donner, et on ne peut pas donner tout ce qu'on a à disposition à tout le monde. Donc là, l'ensemble de ces questions, mais aussi effectivement le transhumanisme, l'augmentation, les limites extrêmement floues qu'il y a entre soigner, guérir, améliorer un peu. D'ailleurs, même la limite entre la santé et la maladie est en train de s'estomper, de disparaître, parce que chez tout le monde, on peut détecter des facteurs de risque, des prémices de maladie, faire des choses. Donc, plus personne n'est dans une grande santé au sens de Nietzsche. Oui, ça c'est bien de revenir à Nietzsche, il faut le faire parfois. Bertrand Kiefer, le débat ne prend pas vraiment, vous disiez, sur ces questions, quoi, au niveau politique et partant au niveau de la société aussi, vous pensez on devrait s'emparer plus, les politiques peut-être devraient s'emparer plus de ces débats-là? Qu'en est-il? C'est un tabou encore? Oui, alors d'une manière générale, les politiques chez nous s'intéressent peu à la santé et à la médecine. Je trouve qu'il y a un très faible engagement dans ce qui est en train de se passer en santé. D'ailleurs, comment vous le comprenez ça? Même au plan économique, parce qu'on estime que c'est un marché comme un autre, qu'il faut laisser faire le libéralisme habituel. Alors ça, c'est un premier problème. Mais l'autre problème, c'est, d'une manière beaucoup plus large, au fond, la médecine, c'est un peu, dans ce qui est en train d'arriver, une sous-catégorie de la prise de puissance des technologies en général, et en particulier des technologies de l'information, de big data, des informations qu'on capte sur tout le monde. Alors là, oui, il faudrait des vrais débats de société. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Que voulons-nous faire collectivement? Vers quoi voulons-nous aller? C'est quoi notre destin collectif? Et puis aussi, d'ailleurs, individuellement, quel est l'autre but à chacun par rapport à tout ça? Alors là, et comment on se situe par rapport aux big data, aux immenses entreprises qui sont en train de mettre la main là-dessus? Toutes ces questions-là devraient faire objet de débat. Oui, je n'ai pas l'impression d'avoir vu la question du big data. Qu'est-ce qu'on est d'accord de céder comme données personnelles aussi? Ça commence par ça. Pourquoi le débat ne prend pas au niveau politique? Peut-être que les politiques ne savent pas ce qu'est le big data. Nous avions, il y a quelques semaines, à votre place, Daniel Borel, le cofondateur de Logitech, qui voulait, c'était un de ses axes de réflexion, disait moi je veux faire passer un audit technologique à tous les membres du Conseil fédéral parce qu'ils n'y connaissent rien au fond de toutes ces questions-là. Bon, vous êtes assez d'accord avec ça? Moi je suis assez d'accord. Ce qui me frappe, c'est que si on pense à la maîtrise de notre destinée de pays, on va investir dans des tunnels, on réfléchit à renouveler la flotte de nos avions de combat, pourquoi pas? Oui, on en parlait il y a 5 minutes. Mais notre destin va passer encore plus par la maîtrise de nos données. Si on finit par tout donner au big data, on ne maîtrisera plus rien de notre destin de façon très concrète. Or, il s'agit là aussi d'investir, de faire des grands projets, d'imaginer notre futur. Alors là, c'est le calme absolu au niveau politique et il y a très peu de débats, encore une fois. Donc, ça, c'est vrai que c'est très préoccupant. Je
traduis, plutôt que de redonner 800 millions de francs, comme le veut M. Parmelin à terme, pour acheter des nouveaux avions de combat, enfin, ça suffira pas, mais pour les crédits d'études et une modernisation des vieux coucous, il faudrait plutôt mettre cet argent dans une réflexion autour du big data. Enfin, j'essaye de traduire vos propos, c'est ça? Oui, moi je ne suis pas tellement partisan des avions de combat, ou peut-être plus des drones s'il fallait faire quelque chose, mais en tout cas... C'est de l'argent gâché, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre destin, la maîtrise de notre liberté en tant que population, pour voir ce qu'on veut devenir, vers quoi on veut aller, ça passera davantage encore par cette maîtrise des données. Et ça servira à rien d'ériger des clôtures autour de notre pays si toutes les données, en particulier celles de santé, sont dans les mains de grands groupes internationaux qui vont gérer qui a droit à ceci, qui a droit à cela, qui vont gérer l'aspect à la fois business, c'est quand même important, mais aussi l'ensemble des façons de travailler en médecine et de ce qui est santé, ce qui est maladie. Enfin, c'est plein de définitions de nous-mêmes dans cette affaire-là. Alors, il faudrait investir dans un big data helvétique, ce serait ça l'idée? Oui, en particulier, ça. On pourrait imaginer, en tout cas, faire une grosse réflexion. Ça voudrait dire quoi, investir dans un big data suisse, qui pourrait d'ailleurs être public-privé, mais je crois qu'il y a vraiment des choses à penser dans ce genre-là. On assiste à une vraie rupture de civilisation, à quelque chose de majeur, et il faut prendre l'ampleur de cette affaire-là. C'est pas du tout fait actuellement en Suisse. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour le citoyen patient, un big data helvétique? Bon, le citoyen patient, ce qui est important, c'est par exemple que le dossier électronique du patient avance maintenant. Il n'y a presque pas d'incitatif financier de la part de la Confédération, c'est minable. Quand je regarde les États-Unis, les pays d'Europe du Nord, où vraiment on met de l'argent, parce qu'on se dit il faut que les données des patients soient mises sur des dossiers bien faits, que ce soit très pratique, que les médecins soient poussés à le faire et qu'on garde tout ça. Si on n'avance pas plus vite et si on n'améliore pas ce système, les gens tout d'un coup vont dire « Ah mais ce que propose Google », Google pour le moment ne propose rien, mais ils ont des choses dans le pipeline. C'est beaucoup plus pratique. Ils vont demander à leur médecin, mais mettez mes données là-bas. Et puis Google proposera, lorsqu'il verra les données de chacun, ah mais vous avez un prédiabète, ah mais je vois que vous avez un peu d'hypertension. Et si vous preniez tel médicament, et on va vous proposer tel médecin, on va vous proposer tel service par téléphone ou tel service internet. Et tout ça va finir par nous échapper. Il y a quand même là quelque chose qui est extrêmement important. On voit les gens n'ont pas d'état d'âme, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça. Et on aurait les moyens de résister à Google dans ce domaine-là, à la sauce helvétique, Bertrand Kieffer? Je ne sais pas si on va finir par avoir les moyens, mais il faut au moins tenter, parce que le gros enjeu, c'est de collecter les données, c'est de les gérer dans des immenses bases de données, on le voit, il faut des fermes de serveurs, et puis après, c'est l'intelligence artificielle pour les analyser. Et là, Google achète d'abord fait un mercato, comme les meilleurs footballs, ils achètent tous ceux qui bougent dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce qu'ils se rendent compte que c'est l'enjeu du futur, particulièrement en médecine. Et est-ce qu'on aura les moyens de lutter là-contre? Mais en tout cas, il faut un peu penser ça, faire des débats, et arrêter de tourner en rond tout le temps en train de se dire qu'il faut creuser des tunnels et avoir des avions de chasse, parce que ça, c'est quand même des enjeux, peut-être les avions de chasse c'est différent, mais des enjeux du passé. Ça ne pas fait vibrer l'inauguration du Gothard, là, ce printemps? Pas trop, j'avoue, pas trop, non. Vous n'allez pas au meeting aérien non plus, non? Non plus, mais à part ça, j'adore les avions, je trouve ça passionnant. C'est quand même, vous êtes quand même un scientifique à la base. Ah ouais, non, l'avion, quand je suis dedans, je suis chaque fois fasciné. Ouais. Voilà pour le big data. Donc vous appelez les politiques à se pencher sur cette question, créant un big data à la sauce helvétique. Et il faut évidemment y associer les médecins aussi. Peut-être que c'est aussi un peu de la faute des médecins qui ne tirent pas assez sur cette corde, non? Est-ce qu'ils sont vraiment conscients des enjeux numériques, les médecins en Suisse? Pas assez, je crois, vraiment pas assez. Ils ne voient pas assez comment aussi très rapidement, c'est vraiment les données qui vont être au cœur aussi de la médecine. Et c'est les données qui vont suivre le patient, et c'est celui qui aura la maîtrise des données, qui aura la maîtrise du système. Pas assez, mais ils sont tout le temps en train de travailler, ils ont le nez dans le guidon, c'est des enjeux complexes à voir. Et c'est vrai qu'il faut les aider, j'ai envie de dire, mais de leur côté aussi, il manque une implication là-dedans. Et quelles sont les limites éthiques du big data, vous qui êtes aussi éthicien ou qui étiez membre de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine? Est-ce qu'il y a des limites éthiques à ce big data? Est-ce qu'on peut tout mettre en ligne ou est-ce qu'il faut garder des choses pour soi ou pour son médecin peut-être? Alors on voit que la confidentialité des données est de plus en plus difficile à conserver, même les données anonymisées. Quand on a 4-5 bases de données anonymisées, on peut désanonymiser les données, ça c'est très troublant, par justement des moyens d'intelligence artificielle. Et c'est extrêmement complexe de savoir comment on va faire. Et je pense qu'il faut renforcer les lois pour protéger les gens contre les conséquences qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire qu'on ne retourne pas
ce qu'on a pu comprendre à travers les données contre les intérêts des gens, que les assureurs ou les employeurs ou tout un tas de gens ne puissent pas dire, parce ça va être de plus en plus prédictif le système, on pourra dire telle et telle Ce sont des algorithmes qui bossent et qui disent vous allez souffrir de ça, voilà, vous allez mourir de ça. On va vous annoncer un peu de plus en plus clairement à partir de vos gènes, mais aussi de vos comportements, de tas d'autres choses, de tas d'analyses aussi de votre biologie, ce qui vous attend un peu en termes de futur. Et puis dès que vous avez une maladie, dès que vous avez un cancer, on analyse le cancer et on vous donne aussi une prédiction de survie. Et tout ça, effectivement, ça, pour vous, c'est pour chacun, c'est pas simple à intégrer dans la conception qu'on a de nous-mêmes, mais aussi ça peut avoir des conséquences sociales très importantes et on doit protéger les individus là contre. Au fond, ce big data et les algorithmes qui y travaillent, ce sont déjà la première pierre de ce qu'on appelle le transhumanisme. On est déjà là-dedans. Oui. Oui, c'est déjà une forme. Parce que l'autre aspect, c'est que finalement, le pouvoir là-dedans est de plus en plus tenu par l'intelligence artificielle. Et il faut vraiment veiller à ce que cette intelligence ne nous impose pas ses finalités, que ce soit nous les humains qui sans cesse soyons ceux qui donnent les buts du système. Et que ce soit pas non plus ceux qui possèdent ces algorithmes. Il y a des enjeux de pouvoir énormes là-dedans. Imaginons qu'un assureur soit au courant des algorithmes qui prédisent telle maladie ou telle date de décès pour un patient et qui refuserait de l'assurer. Ça c'est plus un scénario fictif, ça peut arriver. Non, tout à fait, ça peut arriver. On voit dans le domaine de l'assurance privée chez nous, les assureurs privés essaient de plus en plus d'affiner leur sélection de risque. Faites un test génétique, passez par l'algorithme, on verra de quoi vous souffrirez. Et puis on vous fera payer moins cher votre assurance. Alors, à terme, le danger, c'est qu'avec cette clarification des individus, l'assurance soit de moins en moins une assurance parce qu'on saura de mieux en mieux les risques que chacun a de devenir malade. Donc, ceux qui ont des faibles risques diront « mais pourquoi je paye pour les autres ?» Donc, la solidarité sera encore plus difficile à maintenir, à défendre, et ce sera encore plus un enjeu culturel de le faire. Et là, il y a quelque chose de majeur. Ouais. Enjeu culturel, enjeu économique évidemment, enjeu philosophique. Cette révolution du big data, du transhumanisme va bouleverser nos vies, mais transforme aussi l'idée qu'on va se faire de l'homme, là, Bertrand Kiefer. C'est clair. C'est clair, et la technologie entre en nous les humains, on se transforme, ça devient vraiment une transformation très profonde, et ça c'est vrai qu'il s'agit vraiment d'accompagner pour pas que le sujet disparaisse, parce que l'autre problème de la technologie, c'est qu'elle standardise les humains, elle veut les rendre d'une certaine façon parfaits, utiles, mais qu'est-ce que c'est que cette perfection ? C'est au fond une disparition de l'altérité, parce que ce qui nous fait être différents les uns des autres, ce sont les différences, ce sont d'une certaine manière les imperfections. Et là, c'est extrêmement important cet enjeu-là, de pouvoir exister avec une vulnérabilité, avec une différence, avec des défauts. Et parce que si on impose une perfection, on impose une idéologie de cette perfection. Il n'y a pas de perfection dans l'absolu. Mais ça veut dire aussi qu'on pose le postulat que l'être humain est par essence déficient, si on veut l'augmenter. Oui. Est-ce que nous sommes déficients ? Sommes-nous déficients ? Oui, on est déficient, mais c'est justement là notre métaphysique, notre force. C'est parce que nous sommes déficients, que nous sommes humains, que nous pouvons... Enfin, c'est cet ensemble de déficiences qui sont ces espèces de failles par lesquelles nous entrons en relation les uns avec les autres et par lesquelles nous grandissons. D'ailleurs, la mort en fait aussi partie même de ces failles. Et le transhumanisme prétend vouloir abolir la mort, sans qu'on sache du tout ce que ça signifie, à part ça. Mais oui, c'est ça qui nous fait être humains. Il faut d'une certaine manière chérir les failles et non pas viser une perfection qui forcément devient une perfection machinique. Il n'y a pas de perfection au sens humain. Donc je traduis aussi, si l'on est de moins en moins déficient, on est de moins en moins humain, Bertrand Kiefer. Oui. Oui, moi je pense qu'on peut dire ça. Il faut évidemment bien distinguer les maladies graves, enfin tout ça. C'est des combats qui sont majeurs, qui sont très importants. L'humanité progresse à travers tout ça. Mais il y a vraiment aussi ce danger de vouloir en faire une espèce de perfection au sens des machines, au sens des algorithmes. Et sur le versant purement génétique, il s'agit notamment de corriger de manière volontaire la loterie génétique, parce que c'en est une. Bon, loterie, volonté divine, voilà, on peut donner beaucoup d'explications. Passer du hasard aveugle au choix éclairé. Dieu sait qu'on a débattu de cette question. Que nous offre le big data en la matière ? Oui, mais alors là, ça peut être un aspect positif du big data, de détecter, de screener les génomes, de détecter les problèmes génétiques et d'améliorer ce qu'on peut faire avec ça. Mais on enlève aussi la déficience. Oui, on enlève une certaine forme de déficience. C'est vrai qu'il y a des déficiences qui sont absolument non fécondes, sans ouverture, qui diminuent l'humain. Et ça, c'est vraiment toute l'aventure aussi de la médecine que de se battre contre la souffrance et ces déficiences-là, le handicap. Mais en même temps,
si on veut vraiment aller trop loin dans l'amélioration, on construit une espèce de monstre. Ça a toujours été c'est un très très vieux mythe de l'humain de vouloir, au fond, se dépasser complètement avec les technologies ou avec d'autres moyens. C'est quasiment un mythe messianique aussi de dépasser la mort. Mais il y a là-dedans quelque chose de radicalement inhumain. Et la question, c'est aussi, est-ce que nous, on va être d'accord de créer une forme de surhumain ou d'intelligence artificielle qui nous dépassera et qui finira par nous annihiler? Peut-être. Ce serait très étrange parce que c'est un peu l'histoire biblique d'un Dieu qui crée un homme qui le renie, lui, le Dieu. Nous, on est tellement fascinés par notre pouvoir, notre envie de faire mieux, qu'on est capable de faire une espèce qui, si une espèce de surhumain nous détruira comme tous les humains, les cultures entre guillemets supérieures qui ont rencontré des cultures entre guillemets inférieures, les ont soit asservies, soit complètement détruites. Et pour quelles raisons est-ce que nous nous comporterions autrement dans cette affaire ? Je n'ai pas les réponses et la question reste en suspens autour de cette table, Bertrand Kiefer. Voilà des enjeux tout à fait passionnants, intellectuels aussi, et on y revient, économique. L'économie de la santé, c'est la prochaine grande réforme dans le domaine de la santé. Esther Coco, vous êtes avec nous, vous avez lu ça dans la presse, revoir le financement des soins ambulatoires. Oui, à Berne, la commission de la santé du national est en plein travail, dit la NZZ ce matin, car actuellement, les cantons payent les soins dans les hôpitaux, tandis que les assurances prennent en charge les soins ambulatoires, ce qui crée une distorsion de concurrence. Les soins ambulatoires sont vus comme très avantageux, puisqu'ils permettent aux patients de rentrer plus vite chez eux, ce qui coûte aussi moins cher. Le problème, c'est qu'en parallèle, les soins en hôpitaux, en stationnaire, en Suisse, remboursés par les cantons, sont parmi les plus chers d'Europe. En cause, le trop grand nombre de petits hôpitaux, trop de lits inoccupés qui viennent gonfler les coûts de la santé, et les directeurs de la santé cantonaux peinent à fermer ces hôpitaux car ils risquent de ne pas être réélus. Les cantons devraient donc aussi pouvoir bénéficier de ces soins ambulatoires et c'est la raison de cette réforme étudiée actuellement par le Conseil national. Alors, on vient du très très concret, là. On quitte le transhumanisme. Enfin, ça commence par ça. Bertrand Kiefer, vous êtes médecin, vous êtes rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Évidemment, ces enjeux vous passionnent. Est-ce qu'il faut revoir le financement des soins ambulatoires en Suisse ? Oui. Et puis, il faut une vraie politique pour déshospitaliser le système. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut davantage investir dans l'ambulatoire, que l'hôpital perdre de son importance. On n'a pas le choix d'ailleurs avec le vieillissement de la population. Si on garde le modèle hospitalier actuel, les hôpitaux vont déborder, on devrait en construire d'autres. Non, la solution c'est de diminuer leur taille, que ce soit vraiment des moments de soins intensifs et de haute technologie, que le reste fasse en ambulatoire, avec l'aide d'ailleurs d'une surveillance des gens par de la santé connectée, des systèmes de ce genre. Mais il y a toute une révolution qu'il faudrait faire. Là aussi, c'est vrai que politiquement, on est très timide, on avance peu. Or, il faudrait agir maintenant, c'est clair. Quand vous dites « on », c'est vraiment la Suisse ou c'est l'Europe dans son ensemble sur ces questions-là ? La Suisse particulièrement. Aussi par son modèle fédéraliste, il y a le problème des cantons. Comme il a été dit, les politiciens se font peu réélire s'ils prennent des mesures. Les petits hôpitaux, ils racontent une histoire qui est passée maintenant. La technologie de ces petits hôpitaux peut se trouver en ambulatoire sans problème. Quand vous voyez ce qui se passe, je prends l'exemple du canton de Neuchâtel, entre le haut et le bas, ces hôpitaux, ces gens qui ne veulent pas que disparaisse leur hôpital. On peut les comprendre aussi d'un point de vue personnel, mais bon, sur le plan que vous exprimez, ça n'a plus aucun sens. C'est très intéressant parce qu'en plus, les hôpitaux, sont des lieux symboliques majeurs. C'est un peu les églises des régions, parce que c'est là que se passe la souffrance, souvent la mort. Et les gens ne veulent pas que ça disparaisse, en plus de la question des emplois. Donc il faut réinvestir symboliquement, culturellement, d'autres systèmes, en particulier des maisons de santé, des choses de ce genre, pour que les gens se sentent là chez eux, se sentent pris en charge avec leur maladie, leur souffrance, non pas d'une simple façon économique ou utilitariste, mais aussi en tant que personne. Mais il faut faire cette transition, on n'a pas le choix. Les hôpitaux maintenant sont au bord de la rupture aussi. Les personnels sont usés parce qu'on n'a plus l'argent de maintenir ça comme ça fonctionne actuellement. Autre sujet, on parle réchauffement climatique maintenant, avec des impacts sur la santé, bien sûr. La Berner Zeitung nous propose un voyage dans le climat du futur, Esther. À quoi ressemblera la Suisse dans 40 à 50 ans si le changement climatique se poursuit au même rythme ? La Berner Zeitung propose 5 articles futuristes, comme s'ils avaient été écrits en 2066. Alors à Saint-Gall, les vins suisses en 2066 ont raflé de nombreuses médailles d'or du World Wine Challenge, le plus prestigieux concours des vins, car grâce à ses températures méditerranéennes, le vignoble helvétique est parmi
parmi les meilleurs du monde. Sur le plan économique, l'industrie d'exportation se frotte les mains. Les entreprises pharmaceutiques, chimiques et horlogères bénéficient de la fonte de la banquise. Le passage à l'est de l'Arctique est désormais libre pour les bateaux et cela raccourcit les délais. À Berne, l'Office fédéral de la santé publique, on est toujours dans la fiction bien sûr, multiplie les alertes contre les piqûres du moustique tigre. Les infections de dengue et de Zika se multiplient, tandis que les Alpes se transforment en parc d'aventure. À Fiche, en Valais, on se souvient du glacier d'Aletsch et on vient voir comment on peut s'adapter au changement climatique. 2066, ça va ressembler à ça, Bertrand Kiefer. Oui, et puis le réchauffement prolongera ses conséquences, certains disent jusqu'à 10 000 ans plus tard, donc plus loin que ce qui nous sépare du néolithique. Et quand on voit que l'homme d'affaires narcissique et sexiste et raciste que les Américains viennent de se choisir comme président est un climato-sceptique, il y a là un vrai problème. Mais à part ça, ces questions ne seront résolues qu'au niveau mondial. Donc c'est extrêmement dur de voir à quel point les pays se referment sur eux-mêmes, alors que la gestion de ces grandes questions doit absolument être mondialisée. Il y a vraiment là une nécessité. Mais ce genre d'annonces-là ne vont cesser de se succéder, de plus en plus dramatiques. Donc, il est temps d'agir. On parlait du big data dans le temps et on termine là-dessus. Valérie Drouin, un enseignant valaisan, prend la plume pour défendre l'enseignement du numérique à l'école. Gilles Sayen réagit à un débat dans les colonnes du même journal fin octobre entre le philosophe et député genevois Jean Romain et le futur président de l'EPFL Martin Vetterli. Un débat, a écrit l'enseignant, auquel il manquait une notion incontournable, la nuance. Oui, il faut renforcer les connaissances dites fondamentales, français ou maths par exemple. Oui, il faut maintenir un certain seuil d'exigence et l'acquisition d'une culture solide. Mais pourquoi affirmer dans la foulée, comme le fait Jean Romain, que le numérique participe au recul des exigences? Pourquoi associer de facto le numérique au virtuel ludique, voire abrutissant, interroge l'enseignant. À l'école, on étudierait plutôt la programmation, les algorithmes, ce qui permet de développer l'esprit logique et aussi ce qui aide à comprendre les nouveaux enjeux de la 4e révolution industrielle. Une affaire d'équilibre, conclusion qu'il appuie avec une citation latine, comme quoi l'un n'exclut pas l'autre. In medio statuirtus. Le latin que vous avez étudié comme médecin, évidemment, Bertrand Kiefer, en 30 secondes, parce qu'on doit se quitter, 35. Est-ce qu'il faut étudier les algorithmes et la programmation à l'école déjà ? Oui, parce que c'est le monde des enfants. Mais il faut l'étudier non pas pour formater les esprits des enfants à ce nouveau monde, encore une fois, non pas pour les adapter aux machines, mais au contraire, justement, pour qu'ils puissent avoir un esprit critique et l'exercer plus tard. Pour exister, il faut quand même comprendre le monde dans lequel ils baignent. Et cet esprit critique, à mon avis, c'est le cœur de l'école. C'est là-dessus qu'on doit insister. Et je pense vraiment qu'il faut les enseigner et les accompagner de cet esprit critique. À la place de quels autres cours? C'est toute la question. On enlève des heures de gymnastique. Non, mais on peut vraiment relooker un petit peu, nettoyer le programme, je crois, sans problème, pour faire cette place. C'est absolument nécessaire. C'est leur monde aux jeunes, il faut quand même les respecter dans ça. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Bertrand Kiefer. Merci. Rédacteur en chef de la revue médicale suisse et Planète Santé. C'est donc dès jeudi sur le site de l'EPFL à Lausanne. Merci. Merci.